Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est encore un plaisir renouvelé que d'être en face de vous en ce 3 février 2023 afin de vous présenter quelques sujets et si possible vous donner nos opinions sur quelques sujets d'actualité sociopolitique de notre Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous ceux qui aiment cette ligne philosophique que nous soutenons. Et sans plus tarder, nous allons commencer par un sujet politique qui concerne le PDCI. Et c'est une opinion qui vient de notre frère Idriss Daniogo. Et il a pour titre SOS pour le PDCI, ce grand malade dans un corps sain. Lorsqu'on jette un regard sur le déroulement des faits politiques et le fonctionnement du PDCI, plusieurs questions s'entrechoquent dans notre pensée, notamment les réelles ambitions de ce parti, vu son fonctionnement sur le terrain. Aucune action politique d'envergure dans sa conquête du pouvoir. Dès l'instant que l'on envisage d'étudier la politique du PDCI, les difficultés paraissent multiples, et non pour la seule raison de l'actualité des problèmes et de l'acuité. Il faut noter que la politique ou la conquête du pouvoir doit adapter ses concepts, ses théories, ses méthodes selon l'environnement d'une part et la situation qui prévaut et qui lui impose les domaines politiques nouveaux d'autre part. En effet, le pouvoir, avant de l'exercer, il faut le conquérir. Pour le conquérir, il faut exercer une influence publique sur la société. Il faut passer par la parole. Aussi, le moment de conquête du pouvoir est-il le moment qui condense à travers la mise en scène du discours tous les ingrédients du combat politique qui se joue dans l'espace social. Il est le lieu d'entrecroisement des paroles des politiques, de celles des journalistes, des commentateurs, des penseurs et des observateurs. La conquête du pouvoir est donc première dans l'ordre du politique. A priori, dans le face-à-face entre le peuple et les politiques, se joue notamment la façon dont se construisent les opinions, les stratégies que les politiques mettent en scène, les valeurs qui y sont débattues sur fond social. Au regard de ce qui précède, quels sont les faits marquants observés par les populations ivoiriennes qui traduisent les objectifs et les ambitions réelles du PDCI pour reconquérir le pouvoir d'État? Sans risque de se tromper, ce parti est dans un état de torpeur qu'il faille solutionner le plus rapidement possible avant les échéances électorales de 2025. Il faut nécessairement du courage et de la perspicacité de ces cadres. Certes, M. Bédié semble être omnipotent. Le noyau central de l'union et de l'unicité du PDCI, il n'en demeure pas moins qu'il est politiquement dépassé par les domaines politiques nouveaux et surtout physiquement par le poids de l'âge. Doit-on laisser le PDCI mourir à petit feu dans l'arène politique ivoirienne, aux grandes dames des disciples multiples de Félix Houphouët-Boigny? Il faut du renouveau. C'était un texte écrit par M. Idriss Daniogo. Effectivement, ce qui est dit dans l'article est complètement vrai. Lorsqu'on n'essaie pas de s'adapter aux réalités de son temps, on finit inévitablement par disparaître. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au PDCI. Mais ce qui est le plus intéressant et que les uns les autres devraient savoir, c'est que à partir des années 1993, lorsque Bédié prend le pouvoir,
et qu'il va axer la politique du PDCI sur l'exclusion, sur la sélection ethnique régionale, sur des bases subjectives qui sont fondées sur l'origine des différents citoyens ivoiriens, le PDCI signe son arrêt de mort. Le PDCI signe sa lettre d'exécution pour devenir un parti qui ne sera replié que sur lui-même et, il faut le dire sans se tromper, sur l'identité Akan, Baoulé en particulier. Bédié a transformé ce parti qui était un parti national et je dirais même au départ un parti panafricain parce que le PDCI a été créé à Bamako en 1946. Et quand on regarde le combat que ce parti avec d'autres partis comme le PDG et autres ont mené, le PDC, le Parti démocratique guinéen, ont mené durant un moment dans l'Afrique. C'était un modèle qu'il fallait copier et amplifier. Malheureusement, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, lorsque Bédié prend le pouvoir, il tue le PDCI en interne, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur, pour en faire un parti hideux, un parti qui est fondé sur la haine tribale, un parti qui n'a pas d'objectif, un parti qui n'est aujourd'hui que l'homme de lui-même. Et donc, il n'est pas étonnant que les Ivoiriens puissent s'en séparer comme l'on fuirait la peste. Parce que qui aimerait être avec un parti où le dirigeant lui-même est devenu une momie vivante, qui n'a plus d'idées, et aujourd'hui qui est tiraillé par les différents par les différents mouvements d'intérêt autour de lui. Voilà la réalité du PDCI. Et donc, dans le désarroi que vit le PDCI, Bédié, dans ses derniers retranchements, comme quelqu'un qui est désemparé dans un fleuve et qui s'accroche à un bois mort, il est même prêt à s'allier au PPACI et à tous les mouvements de djihadisme, comme on a pu le voir à travers ses liens avec Soro Guillaume, pour aujourd'hui faire mal à la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde aujourd'hui l'âge de M. Bédié, et dire qu'à cet âge-là, c'est vrai qu'il n'a pu apporter rien de bon à la Côte d'Ivoire. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais à cet âge, souhaiter tous les malheurs à la Côte d'Ivoire, même inciter à la prise d'otages des soldats ivoiriens, inciter à ce que les djihadistes puissent entrer en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le souhait de M. Bédié. Parce que pour lui, s'il n'a pas le pouvoir, la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être en paix. Avec une telle idéologie et une telle barbarie humaine, vous comprendrez que les Ivoiriens auront vite fait de se séparer de cette vision lugubre, mortifère et macabre que prône aujourd'hui le PDCI. Et c'est ça qui fait que le PDCI ne peut plus avoir l'engouement qu'il avait de par le passé. Surtout qu'on se souvient qu'en vérité, ce sont les populations du nord de la Côte d'Ivoire qui faisaient la force du PDCI. Mais une fois ces populations quittées dans le PDCI, regardez aujourd'hui même l'image du PDCI. Le PDCI, qui aurait dû être le socle même de l'unité nationale, est devenu le terreau fertile même de la division de nos populations. Et ça, le PDCI d'Henri Konan Bédié, cela ne lui sera jamais pardonné. Parce qu'en réalité, beaucoup pensent que les événements sont le fruit du hasard. Oui, pour les esprits faibles, effectivement, on parlerait de hasard. Mais pour ceux qui savent voir les événements, il n'y a rien de hasardeux. En ce sens que du 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire a connu une violente et sanglante crise militaro-politique, une rébellion, une division du pays qui a fait mal à tous les Ivoiriens dans tous les sens. Mais les gens refusent de se poser la question qui est à l'origine de ces facteurs-là. C'est M. Henri Konan Bédié. C'est l'incapacité d'Henri Konan Bédié, son intransigeance à accepter la vérité qui ont conduit la Côte d'Ivoire au coup d'État de 1999.
Et de ce coup d'État, donc, malheureusement, on aura l'homme le plus amateur de la planète Terre qui va prendre le pouvoir de façon calamiteuse après un coup d'État avec ses amis socialistes et avec l'appui du commandant Oulata Gouadi et des soldats acquis à sa cause. Laurent Gbagbo vole le coup d'État, le pouvoir en octobre 2000. Et vous connaissez la suite, ça sera la purge. L'assassinat pur et simple de milliers d'Ivoiriens, toutes tendances confondues, qui vont conduire à cette rébellion-là. Et vous en connaissez aussi les conséquences. Et jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Et après sa perte, M. Laurent Gbagbo va encore vouloir rééditer le vol des élections. Mais Alassane Ouattara va le cueillir comme un fruit pourri. Tout le monde sait de quoi il est question. Et donc, de 1993 jusqu'au 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire n'aura pas connu la stabilité, la paix, encore moins le développement. Tout ça à cause d'Henri Konan Bédié, mais elle aura plutôt connu les affres d'une guerre civile, du désordre et toutes les formes de crimes que vous puissiez imaginer, comme les escadrons de la mort. Et ça, il faut bien se demander, lorsque vous tombez, est-ce qu'il faut accuser là où vous êtes tombé? C'est là où vous avez trébuché. Et la Côte d'Ivoire a trébuché avec Henri Konan Bédié. Et les Ivoiriens conscients et sérieux ne lui pardonneront jamais cela. Henri Konan Bédié est le père des désordres en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, cela ne lui suffit pas. En 2023, Henri Konan Bédié n'a pas hésité à soutenir les djihadistes narcotrafiquants analphabètes gros grains de Bamako, à prendre en otage injustement sur la base du faux des soldats ivoiriens. Henri Konan Bédié s'allie à Sorogium, qui lui-même s'allie au MNLA et à des mouvements djihadistes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'a jamais pu donner de la voix pour dire qu'il condamnait ces facteurs-là. On se souvient des attaques de Kafolo, on se souvient des attaques multiples dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour Henri Konan Bédié, tant que ce sont les populations du nord qu'il déteste à fond, qui peuvent mourir, pour lui, il n'y a rien à faire. Les choses vont mieux. Mais ce qu'il oublie, sans les gens du nord de la Côte d'Ivoire, le PDCI n'aurait jamais été quelque chose. Et le PDCI, lorsque les gens du nord ont laissé le PDCI entre les mains de Bédié pour qu'il ait le PDCI daocronien, mais voilà l'image que le PDCI a aujourd'hui. Un parti mort-vivant, un parti zombie. C'est ça aussi qui est la réalité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Et donc, mesdames et messieurs, faisons beaucoup attention. Il n'y a aucunement de hasard sur la terre. Il y a des événements pour que les gens intelligents sachent faire les liens et tirer profit pour pouvoir évoluer. Et ceux qui pensent qu'il y a le hasard vont toujours être condamnés à revivre les mêmes facteurs. Le sujet numéro 2 nous fait passer à un sujet très important qui est un sujet d'ordre social, c'est la criminalité. Et dans ce dossier, nous allons parler du comment vaincre les escrocs du net. La cybercriminalité reste une grosse menace aussi bien pour l'administration publique d'un État, les entreprises que de simples citoyens. Rien qu'en 2021, ce sont plus de 4500 plaintes qui ont été enregistrées par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé PLCC. Quelles sont les attaques les plus récurrentes? Quels sont les préjudices pour les victimes? Comment y faire face? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre cet article. L'actualité est régulièrement rythmée par les cyberattaques d'une entreprise, d'un hôpital, d'une banque ou de personnalités. Les organisations ou célébrités victimes de ces hackers payent ainsi les failles de leur système de sécurisation de leurs données. Les cyberdélinquants ou cybercriminels s'incrustent dans les lézards de la barrière de protection par divers procédés. On peut citer, en ce qui concerne les entreprises comme les banques ou les organismes publics comme la Direction du Trésor, les douanes
ou le ministère des Finances en recourant notamment à la technique du phishing, encore appelé l'hameçonnage. Selon le site cyberuniversity.com, le phishing consiste à appâter un internaute pour l'inciter à dévoiler des informations personnelles ou confidentielles, notamment des données sur son identité, des identifiants, des mots de passe, des coordonnées bancaires ou installer un logiciel malveillant appelé malware. À cet effet, la victime est généralement incitée à cliquer sur un lien ou à ouvrir un fichier. Une fois la tentative du phishing réussie, les hackers utilisent les données volées pour en faire un usage frauduleux, à savoir usurpation d'identité, escroquerie via carte bancaire, piratage de comptes en ligne, revente de données sur le darknet. Consultant en cybersécurité pour la France et le Niger, Moumouni Mohamed en donne sa compréhension. On vous envoie un email qui vous paraît légitime parce qu'il est supposé provenir du Trésor public, de la Caisse nationale de sécurité sociale, et on vous demande de renseigner un document. C'est de cette manière qu'on peut vous soutirer des informations personnelles. Votre adresse mail, votre date de naissance, votre numéro de pièce d'identité ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou de votre carte de crédit, et etc. On vous usurpe alors votre identité et on se fait passer pour vous auprès des banquiers, par exemple. Toute entreprise ou tout organisme public peut être exposé à cette technique de cyberattaque, d'autant qu'elle prospère sur des défaillances imputables à l'humain. Selon une étude, près de 80% de ces attaques ont pour cause humaine. C'est l'individu qui n'est pas formé à la sécurisation de l'information, avance Georges Vakam, expert camerounais en cybersécurité. En effet, tout commence par exemple par un salarié qui reçoit un email semblant provenir du service informatique de son entreprise. Cet email lui demande de cliquer sur un lien et de mettre à jour son mot de passe professionnel pour des raisons de sécurité. Le salarié s'exécute de bonne foi en cliquant sur le lien contenu dans le email. Il est alors redirigé vers une page frauduleuse sur laquelle il saisit ses identifiants professionnels, lesquels sont en réalité transmis au hacker à l'origine de l'hameçonnage. Celui-ci peut désormais accéder aux informations confidentielles de l'entreprise, telles que des informations sur la gouvernance, le personnel, les données bancaires, etc. Il peut alors faire chanter l'entreprise en menaçant de revendre ces informations. Plusieurs organisations à travers le monde ont été victimes de ce genre de cyberattaque et ont bien souvent payé un rançon aux hackers à l'origine de ce piratage pour récupérer leurs données. Il y a un directeur d'une grande compagnie d'assurance de la place chez qui nous avons fait une simulation passive de phishing et il a mordu 2 fois à l'hameçon. C'est une faille pour son entreprise. C'est dire qu'il n'y a pas de profil type de poste qui est une faille pour l'entreprise. Aussi bien le directeur général que le secrétaire et même le responsable informatique, témoigne Georges Akam, expert camerounais en cybersécurité. Parlons aussi de l'usurpation d'identité. La technique du phishing, on l'aura compris, débouche sur l'usurpation d'identité. Fort des informations ainsi recueillies, les cyberdélinquants peuvent vous soutirer de l'argent à la banque, poser des actes frauduleux ou répréhensibles en se faisant passer pour vous. Ce qui, on le devine, n'est pas sans conséquence pour vous. Cette usurpation d'identité
peut se présenter sous une autre forme, plus courante celle-là que décrit si bien l'informaticien Daniel. Une personne crée un faux compte Facebook avec les informations d'une tierce personne ou récupère le compte WhatsApp d'autrui et se fait passer pour elle auprès de ses proches. Dans ce cas, elle invite la plupart du temps, le cyberdélinquant invente la plupart du temps une histoire, comme quoi il est en déplacement et dans l'incapacité de faire face à une urgence familiale. Une mère de famille qui a un grave accident, un frère qui a une crise, etc. Le cyberdélinquant sollicite une aide financière à rembourser dès son retour. Touchés par la situation de leurs amis, frères, collègues, les proches ne prennent pas toujours la peine de vérifier et suivre ce que le cybercriminel leur demande de faire. Il y a donc lieu de redoubler de vigilance. Parlons de la technique du faux transfert d'argent. Les cyberdélinquants, qui ne manquent pas d'ingéniosité, ont également recours à une autre technique pour appâter leurs victimes. Et c'est Nyene Chaba Kiyelman Soro, consultante en cybersécurité, qui en décrit le procédé. Un type de cyberattaque exploite l'ingénierie sociale, c'est-à-dire des personnes que le cyberdélinquant va cibler. Il appelle monsieur ou madame un tel et lui dit qu'il lui a fait un transfert de telle somme par erreur et le prix de la lui renvoyer. Quand il tente et que ça réussit une fois, il se dit qu'il peut reproduire la même chose chez quelqu'un d'autre. Peut-être que ça marchera une autre fois. Il démultiplie ainsi en tentant sur 50, 100 personnes en se disant qu'il y a forcément quelqu'un qui va mordre à la maison. Ce type de cybercriminalité ou cyberarnaque, comme les précédents, cause, on s'en doute, d'énormes préjudices, aussi bien aux plus simples citoyens qu'à une entreprise ou une administration publique. J'ai 2 clients qui m'ont fait part de pertes de 70 millions sur simple attaque de phishing et un autre de 10 millions de francs CFA. Révèle justement l'expert camerounais en cybersécurité Georges Ankam. Toujours selon lui, l'Agence nationale des TIC au Cameroun a enregistré une perte de près de 12 milliards de francs CFA en 2012. Pourtant, malgré ces préjudices énormes qu'elles subissent, nombre d'entreprises ou d'organisations victimes des cyberattaques n'osent pas en parler. Ces cyberattaques ciblent des individus et même des organisations dont la plupart choisissent de ne pas en parler. Elles considèrent ces cyberattaques comme un viol. C'est exactement comme quand on est victime d'un viol et qu'on a honte d'en parler, explique M. Akam. Une entreprise peut refuser de communiquer sur la cyberattaque dont elle est victime parce que son image pourrait prendre un coup et lui faire ainsi perdre la confiance de ses clients. Avance pour sa part Moumouni Mohamed pour expliquer cette loi de l'Omerta qu'observent généralement les entreprises victimes de cybercriminalité. Si je sais qu'une entreprise qui est censée garder mon argent est victime de cyberattaque, je vais me dire que mon argent n'est pas en sécurité et aller chez un concurrent. Renchérit Franck Kié, consultant ivoirien en cybersécurité. Il y a donc lieu de lutter efficacement contre les crimes commis via le net. D'où les conseils prodigués par ces experts en cybersécurité. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Et mesdames et messieurs, il faut savoir que l'Internet aujourd'hui, qui est devenu un outil de communication, malheureusement, tout le monde ne l'utilise pas dans le même sens.
Tandis que d'autres voudraient l'utiliser dans le bon sens pour éduquer les masses, pour essayer d'aider au progrès de l'humanité. Certaines personnes ont trouvé le malin plaisir de trouver des chemins détournés et qui ne connaît pas les cyber-arnaqueurs, je veux dire les Mougou, les 491, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le broutage et autres. Et il y en a tellement. Et aujourd'hui, le phénomène allait même tellement plus loin qu'il y a même le cyber-maraboutage aujourd'hui qui existe, où vous voyez des féticheurs, des magiciens vous offrir leurs services et ils vous promettent de vous rendre riche en 24 heures. Et si vous cherchez mariage, ils peuvent vous octroyer le mariage en moins d'une demi-journée. Mais en réalité, se cache derrière tout ça une dangereuse organisation criminelle basée sur le fétichisme et des pratiques mystiques des plus malsaines. Et tout ça, il faut faire beaucoup attention. Dans la vie, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout dépend de l'usage qu'on ferait de toutes choses. Et c'est pourquoi vous verrez que lorsque votre couteau que vous utilisez pour pouvoir satisfaire vos besoins quotidiens vous blesse, ce n'est pas le couteau qu'il faut plaindre, mais c'est plutôt vous-même. Le couteau n'a fait que jouer sa fonction qui est toujours de couper. L'Internet est semblable à un couteau. On peut l'utiliser pour faire du bien, comme on peut l'utiliser pour faire du mal. Et on va même plus loin pour utiliser l'Internet aujourd'hui dans les techniques militaires, la désinformation. Et comme vous le verrez, la Russie utilise aujourd'hui la désinformation pour essayer de tirer gravement l'Afrique vers le bas et essayer surtout, comme je vous le disais, d'atteindre ses objectifs, mais en faisant du mal à l'Afrique. Et ce n'est pas moi qui saurais vous le dire mieux que Nathalie Young, qui s'est mis au service de la Russie et aujourd'hui qui lutte contre les intérêts africains. Et c'est un exemple palpable que je vais vous montrer. Cette dame-là se fait régulièrement payer et elle a des comptes offshore. Et elle va prendre ses argents avec les Russes. Mais c'est qu'elle-même sait très bien. Contrairement à ce qu'elle dit, elle n'aide pas l'Afrique. Mais elle est plutôt prête pour ses intérêts égoïstes et individuels. Pire qu'un négrier, cette dame-là aujourd'hui vend l'Afrique, vend ses propres frères africains aux Russes. Et écoutez cette dame ici et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire. La Russie ne vient en Afrique que dans le cadre de son combat avec l'Occident. Elle ne vient pas ici parce qu'elle nous aime particulièrement. Elle vient d'une part parce que les autres signataires de Yalta ont empiété sur son précaré et qu'elle veut leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et elle vient d'autre part dans l'optique d'augmenter son bargaining power lorsqu'il s'agira de s'asseoir à la table de négociation pour mettre fin au conflit. La Russie va forcément négocier son retrait de l'Afrique contre quelque chose. On ne sait pas quoi, mais une chose est certaine, la négociation entre les grands joueurs aura lieu. La Russie ne vient en Afrique que dans le cadre de son combat avec l'Occident. Elle ne vient pas ici parce qu'elle nous aime particulièrement. Elle vient d'une part parce que les autres signataires de Yalta ont empiété sur son précaré et qu'elle veut leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et elle vient d'autre part dans l'optique d'augmenter son bargaining power lorsqu'il s'agira de s'asseoir à la table de négociation pour mettre fin au conflit. La Russie va forcément négocier son retrait de l'Afrique contre quelque chose. On ne sait pas quoi, mais une chose est certaine, la négociation entre les grands joueurs aura lieu. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez compris, cette dame, en incluant les Kémy Séba et bien d'autres qui s'improvisent aujourd'hui panafricains, regardez ce qu'eux-mêmes disent. Qu'eux-mêmes sont conscients que la Russie qu'ils encouragent au Mali, la Russie qu'ils encouragent au Burkina, la Russie qu'ils encouragent en Centrafrique et la Russie qu'ils voudraient aujourd'hui encourager dans toute l'Afrique, ils savent très bien que la Russie ne vient pas pour les beaux yeux des Africains, que la Russie vient pour ses intérêts. Et si la Russie vient pour ses intérêts, pourquoi vous, les cyber, soi-disant panafricains,
de dernière heure, les soutenez contre les intérêts des Africains, alors que vous prétendriez que vous serez panafricain. Et donc, vous venez de vous faire prendre à votre propre jeu en disant en réalité ce que tout le monde sait déjà. Mais malheureusement, à cause de la manipulation sur l'Internet, les esprits faibles et les esprits qui ne sont pas guidés vers la vérité et la lumière, les esprits qui sont encore cloîtrés dans les cavernes se laissent distraire par les messages de ces personnes-là qui sont en train de jouer avec le destin de l'Afrique une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, nous passons au troisième sujet qui est relatif à la maladie et à la couverture maladie universelle. Après l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle, ce qui se passe sur le terrain. Malgré son entrée en vigueur et son caractère obligatoire en Côte d'Ivoire, certains établissements sanitaires, hôpitaux et pharmacies éprouvent encore des difficultés avec l'application de la CMU. Elle est l'épicentre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire mise en route par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. La couverture maladie universelle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du pouvoir d'achat des populations avec pour objectif de garantir à l'ensemble des Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité à moindre coût. C'est en 2014, avec la loi numéro 2014-131 du 24 mars, adoptée par le Parlement ivoirien, que la couverture maladie universelle a été officiellement instituée. Mais il aura fallu attendre jusqu'en 2022, soit 8 ans après, pour assister à sa mise en œuvre pratique. Malgré son entrée en vigueur et son caractère obligatoire dans le système de protection sociale nationale contre le risque maladie, force est de constater que la CMU n'est pas encore effective dans tous les établissements sanitaires. C'est notamment le cas de la pharmacie Mimosa à Cocody. Bien que figurant sur la liste des pharmacies agréées, cet établissement refuse à servir des médicaments aux clients munis de la CMU. Nous n'avons pas encore pris en compte l'assurance CMU, a répondu l'une des employées interrogée sur la question. C'était début janvier. Plus récemment, le 26 janvier 2023, pratiquement la même réponse a été donnée par une employée de la pharmacie Sainte-Rita de Yopougon-Sable. Nous n'avons pas encore reçu les produits en lien avec la CMU, donc nous ne pouvons pas servir les clients qui se présentent avec cette carte, fait-elle savoir. Pourtant, il faut le rappeler, avec la carte CMU, plus de 3300 médicaments sont accessibles pour soigner 80% des pathologies. Les réseaux d'offres de soins existants de la CMU est élargi à plus de 2948 établissements sanitaires. Le taux de couverture fixé à 70% et l'assuré ne paye que 30% du montant des tarifs des actes couverts par la CMU. Si on en croit la liste des centres de santé agréés, les hôpitaux publics, les établissements sanitaires militaires, les hôpitaux confessionnels, les services médicaux de sociétés d'État, les services médicaux de sociétés à participation financière publique, les services médicaux des EPN et les établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public composent essentiellement le réseau de la CMU. Comment comprendre donc que certains établissements publics n'intègrent pas encore l'assurance CMU dans leur fonctionnement? Le constat a été fait à l'hôpital général de Bingerville à la mi-janvier 2023. Selon nos sources, la CMU n'y est pas encore effective. Les patients qui possèdent cette carte d'assurance doivent encore patienter. Mais jusqu'à quand? Surtout que le gouvernement
à travers la CNAM, veut booster l'enrôlement et la délivrance des cartes afin de permettre à toutes les populations ivoiriennes d'être prises en compte. D'ailleurs, dans cette perspective, à compter de février 2023, un nouveau système d'enrôlement à la couverture maladie universelle sera mis en place à ce que la personne enrôlée reçoive sa carte sur place en 10 minutes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara, le samedi 28 janvier 2023 à Adjamé au cours d'une campagne de sensibilisation. Si ça tâtonne encore ailleurs, l'hôpital général de Yopougon-Atié est un véritable exemple en la matière. Au sein de cet établissement, le système CMU est bien huilé et fonctionnel. Réhabilité et fonctionnel depuis quelques mois, l'ancien service de protection maternelle et infantile, en abrégé PMI, accueille à l'entrée des personnes désireuses de s'enrôler à la CMU. Sur les baies vitrées, l'autocollant agréé CMU donne déjà une indication claire sur l'effectivité de la CMU en ces lieux. Il est 10h35, ce mardi 31 janvier 2023. KM est maintenant à la caisse de l'hôpital général de Yopougon-Atié pour régler la facture de ses soins. Le paludisme lui a été diagnostiqué. Muni de la carte CMU, il paye 300 francs CFA comme montant de la consultation au lieu de 500. Avec la carte, il bénéficie également d'une réduction sur l'achat des médicaments prescrits et disponibles au sein de l'hôpital. C'est un stress de moins de savoir qu'on peut se soigner à moindre coût. Je paye 300 francs pour la consultation. Je ne l'aurais jamais imaginé. C'est un véritable soulagement pour les populations et un motif de guérison rapide, juge KM. Il faut noter que le panier de soins de la CMU couvre un large choix de prestations médicales. Il s'agit entre autres des consultations effectuées par les médecins, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et les sages-femmes. La CMU prend notamment en compte les médicaments, les actes de chirurgie, les examens de laboratoire, les soins bucco-dentaires, les hospitalisations, la chirurgie digestive, la dermatologie et vénérologie, la gynéco-obstétrique. On peut ajouter à ceci le traitement des maladies infectieuses, l'odontologie, l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie, la pédiatrie, la pneumologie, la stomatologie et la traumatologie orthopédique. Bien entendu, le bénéfice de ces prestations est soumis au paiement sur place d'un ticket modérateur de 30% du coût des actes médicaux et des médicaments, les 70% restants étant à la charge de la CNAM. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Et cela est d'autant plus intéressant que nous sommes très heureux de voir que, effectivement, c'est un nouveau modèle. Il ne faut pas quand même accuser pour accuser. Petit à petit, les services vont s'adapter. C'est ce que je pense en tout cas de bonne foi et pouvoir aller dans le bon sens. Et je l'ai toujours dit ici, une société. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais l'homme intelligent doit pouvoir se faire ses idées. Une société qui veut évoluer doit être d'abord une société en bonne santé. Une société, la première pauvreté d'une société, c'est d'abord une société malade physiquement. Mais si les gens sont malades, qui va aller travailler? Et si personne ne travaille, comment on va faire bouger l'économie? Et donc, en réalité, la première richesse, c'est la santé, chers parents. Souscrivez à la CMU. C'est un peu comme faire le mariage, chers parents. Si ça marche, c'est bien, vous serez heureux. Mais si ça ne marche pas, vous serez au moins philosophe. Comme disait le grand maître Socrate.
Ça sera comme, je le disais, le mariage. Quand tu te maries, si ça se passe bien, tu seras heureux. Mais si ça se passe mal, l'expérience va faire de toi un philosophe. Tu vas conseiller les autres. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'il faut s'essayer à cela. C'est véritablement la première fois que, à l'échelle grandeur nature, le gouvernement de la Côte d'Ivoire met une telle assurance sur pied. Et si nous-mêmes, les populations, nous n'encourageons pas le gouvernement, cela servirait de justification pour dire que les Ivoiriens même ne tiennent pas compte de leur santé. Surtout que le gouvernement a déjà mis de l'argent pour encaisser les coûts. Pourquoi ne pas se soigner? Pourquoi ne pas souscrire? En tout cas, nous encourageons ceux qui le peuvent à adhérer à cette politique-là et à se soigner, c'est vraiment important. Et nous disons aussi au gouvernement de faire beaucoup attention et aussi à nous-mêmes, les particuliers qui utilisons cette carte-là, signalons les magouilles dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Le gouvernement a sponsorisé des milliers de médicaments. Les gens vont vous vendre ça à des prix chers et essayer de vous tromper. N'entrez pas dans le jeu. Dès que ça se passe, hier, je vous ai donné le numéro vert. Appelez le numéro vert pour vous plaindre. Appelez les numéros verts du ministère de la Santé pour vous plaindre. Appelez, si c'est une pharmacie, vous pouvez aussi appeler le ministère du Commerce pour dire, ah, la pharmacie éclaireur pro vérité là, les médicaments sponsorisés là, moi j'ai ma CMU, mais eux ils disent qu'ils ne vendent pas à ce prix là. On va venir attacher l'éclaireur et puis le foutre en prison ou bien lui coller une belle amende. Et donc ce combat là, c'est nous qui devrions le mener. N'oublions pas cela, c'est vraiment très important. Et comme je le disais, il n'y a pas de prix pour la santé. Surtout quand quelqu'un comme le gouvernement actuel du docteur Ouattara vient pour vous dire « Je veux vous aider à améliorer votre santé », je crois qu'il ne faut pas lui demander l'impossible. Permettons-lui au moins de pouvoir le faire. Cela ne ferait que nous faire du bien, chère population. Et dans le même ordre d'idée, il y a Soumyata qui a fait un enregistrement et qui a bien voulu que nous vous fassions écouter cet enregistrement, qui parle aussi d'un sujet social, mais qui est aussi très important, c'est le logement. Et donc, je vais vous faire écouter cette vidéo-là, audio, avant de pouvoir continuer avec les deux sujets restants. Bonjour, bonsoir à tous, comment vous allez? Alors, comme prévu dans le cadre des communications, j'avais décidé de faire une communication vocale. Donc aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur un sujet assez important de notre société, plus précisément dans la capitale abidjanaise. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du logement? Depuis pratiquement plus de 10 ans, il y a une croissance économique exponentielle en Côte d'Ivoire. Du coup, les investissements se font beaucoup plus dans le secteur, surtout les grands travaux d'infrastructures économiques et aussi les grandes constructions un peu partout. Et là, sur toute l'étendue du territoire, il faut dire que plus précisément dans la capitale abidjanaise, nous avons assisté à une augmentation exagérée du coût du loyer, du coût des logements plutôt. En un mot, nous avons assisté à une augmentation exagérée des loyers. Aujourd'hui, pour être plus précis, lorsque vous cherchez un logement dans un quartier comme Angré, Kokodia-Bata, Angré 7e, 8e tranche, des plateaux, très facilement, pour une maison de 3 pièces,
quelques commodités acceptables, c'est-à-dire des chambres salon, on vous parle aujourd'hui de 250 000 voire 300 000 francs CFA. Ça, c'est le loyer. C'est-à-dire ce que vous payez par mois, rien que pour pouvoir dormir. À Abobo, à Yopougon, aujourd'hui, pour les nouvelles constructions, nous voyons des chambres salon qui coûtent entre 150 000 francs et 200 000 francs CFA de mois. Bon, ça, ce sont encore les quartiers, on peut dire que c'est pas trop cher. Bon, Yopougon, Abobo, très souvent, ce sont des quartiers réputés pour ne pas être trop chers. Maintenant, lorsque vous prenez Cocody, Vallon, le Vallon, et puis vous prenez zone 4 du côté de Marcory. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sont de grands investisseurs qui arrivent, ils ont beaucoup d'argent, ils payent des terrains ou bien ils payent déjà des coûts déjà construits et ils montent carrément des immeubles R plus 7, R plus 8, voire R plus 10. Alors, si les gens ont décidé de construire pour développer le pays, c'est une bonne chose. Mais il faut rappeler que l'immobilier, c'est un secteur d'activité où on rentabilise l'argent sur le long terme. En un mot, des sages nous disaient comme ça que l'immobilier, c'est un secteur où on stabilise sa fortune. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui investit dans l'immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui est pressé à avoir de l'argent du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui du côté des Vallons et puis zone 4? Les immeubles qui sont construits là-bas, carrément les loyers, on vous parle de 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 600 000, 700 000 francs CFA, 1 million, voire 1 600 000 francs CFA. Ça, c'est ce que quelqu'un paye par mois pour pouvoir dormir. Si du côté de Vallon, zone 4, les gens peuvent avancer les arguments comme quoi, bon, nous construisons pour les expatriés, nous construisons pour les gens qui veulent louer sur le court terme, nous construisons pour les gens qui travaillent dans les institutions internationales et qui sont représentés en Côte d'Ivoire. Oui, ces arguments peuvent être avancés, mais avant et après tout, le coût du loyer dans un pays, il tient toujours compte du revenu du travailleur lambda, du fonctionnaire lambda, du citoyen lambda qui travaille dans le privé. Le coût du loyer tient compte de ces revenus. Dans un état normal, c'est comme cela que les choses doivent se passer. Mais déjà, faites la remarque, les niveaux des salaires en Côte d'Ivoire sont connus. On va citer, c'est pas caché. Déjà pour la grande masse, c'est-à-dire beaucoup de travailleurs aujourd'hui, que ce soit le public comme le privé, vous allez prendre 70% des travailleurs, leur revenu, il se situe entre le SMIC qui est de 75 000 francs CFA aujourd'hui jusqu'à 400 000 francs CFA au plus le mois. 70% des travailleurs, voilà leur revenu. Ils se situent entre 75 000 francs CFA le mois et 400 000 francs CFA le mois. Après, les 30% qui restent, vous allez vous rendre compte que dans les 30% qui restent, il y a 20% où le revenu, il est compris entre 400 000 francs CFA et 1 million. Il y a 20%, sinon je veux dire 25%
des travailleurs où le revenu, 25%, je vais le dire, c'est compris entre 400 000 francs CFA et 1 million. Maintenant, après, quand vous prenez les 5%, au plus, c'est peut-être eux qui touchent à partir de 1 million pour remonter. Et même, ils sont très peu, hein. Voilà. Même les 5% des chiffres que je cite, c'est pas aussi évident que ça. Donc, en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que 70% des travailleurs, leur revenu mensuel, il est compris entre 75 000 francs CFA et 400 000 francs CFA. Maintenant, les 25%, leur revenu, c'est compris en 400 000 francs CFA le mois et 1 million de francs CFA. Maintenant, vous allez trouver peut-être au plus, peut-être le chiffre même peut être trop. Les 5% autres, c'est compris à partir de 1 million pour monter. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, tout porte à faire croire que si vous voulez avoir un loyer décent dans un quartier comme Abobo, Joupougo, il faut prévoir pour le travailleur entre 150 000 et 200 000 francs CFA. Vous voyez, quelqu'un même qui a un revenu qui est compris entre 400 000 et 1 million de francs CFA, moi personnellement, je ne peux pas conseiller à cette personne d'aller dormir dans une maison qui coûte déjà 200 000 francs CFA. Je déconseille. Parce que les gens veulent nous faire croire que oui, le prix du matériel de construction s'est augmenté. Oui, mais nos parents, ils ont construit, nous avons vu. Quelqu'un qui est capable de donner 200 000 francs CFA à quelqu'un chaque mois comme loyer, je vous le dis, au bout de 3 à 4 ans, les 200 000 francs CFA, s'il a le terrain, peut construire les 200 000 francs CFA multipliés par les 12 mois de l'année, multipliés par 4 années. Ça peut construire une maison acceptable de 3 chambres salon. Ça peut. Oui, mais nous ne voilons pas la face. Parce que nous avons eu des parents qui ont construit. Moi-même qui vous parle, j'ai une petite expérience en construction. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, ça veut dire qu'on empêche carrément le travailleur lambda d'accéder à un logement décent. Tout simplement parce que le secteur de l'immobilier, surtout les investisseurs privés qui veulent s'enrichir rapidement et vite fait. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas construire des maisons et finalement ces maisons-là sont hors de portée pour les travailleurs dans le pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Quelqu'un qui a 1 million de francs CFA comme salaire, je ne conseille pas à cette personne de prendre une maison qui va lui coûter 200 000 francs CFA chaque mois. Je déconseille. Partant des chiffres que j'ai donnés, il va sans dire que si les gens veulent suivre moi mon conseil, 95% des travailleurs ne peuvent tout simplement pas vivre dans ces maisons-là qui coûtent 200 000 francs CFA le mois. Pourtant, ces genre de maisons, moi-même quand je regarde, ça ne me convient pas. Ce n'est que 2 chambres salon avec cuisine. 2 chambres salon, honnêtement. Un père de famille, madame, tu as des enfants, tu as des filles, tu as des garçons. Déjà, même 2 chambres salon, ça ne convient même pas pour héberger dans de bonnes conditions la famille. Les enfants, les femmes doivent avoir les chambres, les garçons doivent avoir les chambres à part, monsieur et madame doivent avoir leur chambre à part, la chambre conjugale. Ça, c'est 3 chambres salon avec des douches et puis une douche indépendante cuisine. Voilà les conditions où on peut loger une famille de façon acceptable. Mais lorsqu'on construit des 2 chambres salon en emploi infini, on va en venir. Moi-même, je dénonce même ces constructions exagérées de 2 chambres salon. 2 chambres salon, monsieur et madame ont la chambre conjugale. La chambre qui reste, elle appartient à tous les enfants, c'est-à-dire les filles, les garçons
Ils vont dormir dans la même maison. Ça, c'est déjà pas bien. Et quand un étranger vient, il dort où? Pour ce type de maison, aujourd'hui, on demande aux travailleurs lambda de payer 200 000 francs CFA. Dans des zones comme même à Bobo, Yopougon, à Angré, ou bien à Cocody vers Abata, ainsi de suite, dans des quartiers de Cocody, on demande de payer 240 000, 250 000, voire 300 000 francs CFA. Au Vallon, en zone 4, ça c'est hors de portée. Vous voyez, les choses sont en train de se compliquer. Les choses telles qu'elles se passent ne nous conviennent pas. Les choses telles qu'elles se passent privent le travailleur d'un logement décent et ceci est inacceptable. Nous voulons les dénoncer. Je voudrais en appeler sincèrement à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour lui dire de se pencher sérieusement sur ce dossier du logement. C'est inacceptable de construire dans un pays des logements qui sont hors de portée pour les travailleurs. C'est inacceptable. Finalement, ça va encourager les travailleurs au vice, au mauvais comportement et c'est pas bon, nous voulons le dénoncer. Et tout ceci parce que les gens veulent s'enrichir abusivement et rapidement. Il faut que l'État se penche sur ce dossier. Je l'ai dit, lorsqu'on a dit que la CICOJ n'allait plus se consacrer aux constructions de maisons et que la CICOJ allait se contenter d'être un régulateur de suivre, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Les projets CICOJ ont marché sous Oufoué ici, on a vu. Les logements étaient moins chers. Si à la CICOJ, il y a eu des malversations financières, il va falloir situer les responsabilités, sanctionner et trouver des gens pour diriger l'entreprise correctement. Si plus de 60 ans après les indépendances, nous ne sommes pas en mesure de trouver des personnes honnêtes et compétentes pour gérer nos entreprises d'État, il va sans dire qu'il y a péril en la demeure, il y a problème et qu'il faut sincèrement s'inquiéter pour l'avenir. Je l'ai toujours dit, plus de 60 ans après les indépendances, nous ne sommes pas en mesure de diriger correctement nos entreprises d'État. Il y a un sérieux problème. Donc il va falloir que l'État ivoirien et le gouvernement ivoirien se penchent sérieusement sur le dossier des logements. Nous souhaitons vivement que le président de la République prenne des décisions fortes pour plafonner le nombre de pièces de chaque maison à des montants donnés dans chaque commune. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on en arrive là. L'investisseur privé qui ne veut pas, il ne faut pas qu'il investisse. Il peut aller voir ailleurs. En Côte d'Ivoire, il y a des règles ici. On ne peut pas accepter que le coût des logements, que le loyer commence à flamber sauvagement sans rien faire. C'est inadmissible. Je voudrais sincèrement que son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, se penche sur ce dossier pour plafonner les logements, pour plafonner le coût des logements, pour plafonner le loyer. C'est très important. Sinon, un jour va arriver, les gens vont nous dire pour dormir dans une maison, il faut 1 million. Vous fixez des prix de logement, vous fixez les loyers qui ne tiennent même pas compte du revenu des travailleurs. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez encourager les travailleurs à la corruption, à aller voler pour venir payer ces maisons-là? C'est inacceptable. On ne peut pas encourager la corruption. On ne peut pas encourager les mauvaises pratiques. Nous disons qu'il faut que le gouvernement prenne des décisions très fortes pour plafonner les loyers, pour plafonner le coût des logements mensuels pour les locataires. C'est très important. Les propriétaires qui ne veulent pas, ils vont subir la rigueur de la loi. Les gens aujourd'hui, beaucoup ont, nous savons, moi j'ai une idée du secteur de la construction, surtout l'immobilier. Les gens, ils ont eu la chance d'avoir des terrains. Donc, partant de là, ils se sont arrangés pour pouvoir construire. Aujourd'hui, si vous avez un terrain à Abidjan, si vous êtes travailleur, vous allez pouvoir construire. À moins que vous décidez de dilapider votre argent. Sinon, si vous travaillez, vous avez un revenu qui vaut déjà 400 000, 500 000 par mois. Si vous avez un terrain à Abidjan, vous allez construire.
Ce n'est pas aussi quelque chose d'inaccessible. La construction, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Quelqu'un qui a déjà un revenu 400 000 par mois, 500 000 par mois, s'il a un terrain, peu importe où les terrains se trouvent, il va construire. Même à 300 000 francs CFA par mois, on peut planifier, on peut s'organiser pour construire. Mais les gens veulent nous faire croire des choses extraordinaires. Vous voyez des gens, parce qu'ils ont eu la chance, ils ont eu des terrains, ils ont construit, ils flambent les choses n'importe comment, et même ils s'en foutent, ils respectent personne, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Nous disons il faut que les choses cessent. Je voudrais en appeler vraiment au soutien du président de la République. Il faut que le président de la République prenne des décisions très fortes dans ce domaine. C'est un sujet sur lequel je vais insister. Encore, je reviens vous dire, il va falloir trouver des entreprises d'État public pour aussi exercer dans le domaine de l'immobilier, la construction, de l'habitat. Il le faut. Il le faut. Oui, la concurrence sera là entre le public et le privé. Il le faut. Parce que s'il y a des entreprises publiques qui ont de bons dirigeants, je vous assure, vous allez voir que l'immobilier et les maisons seront accessibles à tout type de citoyens dans ces pays. Mais c'est en cela qu'on doit en arriver. Il faut qu'on en arrive là. Dans un pays, quand vous vous réveillez, il faut savoir où vous dormez et puis il faut pouvoir se déplacer convenablement. Voilà des choses qui sont très importantes, le logement et le déplacement. En ce qui concerne le déplacement, les transports, je n'ai aucune crainte. Avec le métro, avec les projets que nous voyons ça et là, le transport sera très simple et plus facile à Abidjan dans les années à venir. Je n'ai aucun doute parce que les routes que je vois, le métro, les grands chantiers qui sont en cours vont faciliter le transport, les déplacements à Abidjan, vont vraiment simplifier le transport à Abidjan. Mais, de grâce, le logement, il faut que quelque chose soit fait. Il faut remettre les entreprises qui étaient là depuis le temps d'Oufoué en ordre de bataille pour construire des logements décents et accessibles aux citoyens lambda qui travaillent déjà. Il le faut. C'est très important. Pour ne pas être long, je voudrais m'arrêter là, promettant de revenir prochainement sur le même sujet. Portez-vous bien et excellente journée. Merci infiniment à Sundiata le Conquérant qui nous a fait une très belle description d'une situation que tout le monde connaît. Malheureusement, tant qu'on n'est pas confronté à cette difficulté, on fait semblant de l'ignorer. Mais la vraie vie ne s'arrête pas, les réalités continuent. Et ça interpelle le ministère de la Construction qui semble être surpris ou bien qui n'entendent pas ou qui ne voient pas les réalités des Ivoiriens. Je crois qu'il faut être clair et faire des propositions sérieuses aux gens. Ce qui est le plus important en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a de très belles communications, mais il n'y a pas d'action véritable, encore moins de suivi. Et c'est ce qui permet donc de conduire, d'aller vers tous ces désordres que vous voyez là. Et il ne faut pas être surpris quand on peut voter des lois et qu'on ne les suit pas et qu'on n'essaie pas de suivre leur applicabilité sur le terrain, le désordre va forcément prospérer. Mesdames et messieurs, nous continuons avec nos sujets d'analyse pour passer au 5e sujet, si j'ai pu le dire. Vous avez dit alliance. C'est désormais officiel. Le RHDP au pouvoir et le FPI, parti de l'opposition, seront main dans la main pour les élections locales à venir en 2023 et même peut-être en 2025. En face, cette alliance aura une coalition conduite par le PDCI et le PPACI. Ces alliances circonstancielles ne sont nullement idéologiques et confirment la position de certains observateurs sur la scène politique ivoirienne qui défendent la position selon laquelle elle ne se nourrit pas d'idéologie. Elle grandit, vit et change au gré des intérêts selon lesquels la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Les populations qui sont traînées
D'alliance en alliance depuis 1994, date de la création du Front républicain conduit par le FPI et le RDR, doivent en prendre de la graine. Il est temps de ne plus donner sa poitrine ou son corps pour un combat politique. Gauche, droite, c'est la même chose, disait un artiste ivoirien. Il n'avait pas tort. Les partis de droite, le RHDP et le PDCI, séparés, seront chacun de son côté, en alliance avec des partis de gauche qui, malgré le fait de se retrouver ensemble dans l'opposition, sont à couteau tiré. C'est aussi cela la réalité de l'exception politique ivoirienne. En 30 ans de multipartisme, l'on peut conclure que tous les partis ont déjà expérimenté l'alliance avec leurs adversaires d'hier. Rien de nouveau sous le soleil, nous dira-t-on. Sauf qu'avant d'arriver à une alliance, les différents acteurs développent tant d'animosité entre eux que leurs partisans sont parfois des plus redoutés et déroutés à la fois. Et pour cause, ce sont eux les bras armés des leaders politiques. 1000 fois, hélas, pour tous ceux qui perdent encore la vie dans les antagonismes politiques. Mais le peuple est en mesure de demander des comptes à tous ces acteurs. Nous voulons que les hommes politiques nous proposent des politiques claires et les méthodes pour les mettre en œuvre. C'est un article de notre frère Raphaël Tano. Mesdames et messieurs, nous allons passer directement au dernier sujet de la journée qui concerne le Burkina et la Côte d'Ivoire. 8700 réfugiés burkinabés ont trouvé refuge à Kong, Teini et Ouangolodougou. Le président Ouattara instruit le Premier ministre Patrick Achi à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat. 8700 burkinabés, fuyant les attaques des terroristes dans leur pays, ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, précisément dans les départements de Kong, Teini et Ouangolodougou. À l'issue du Conseil national de sécurité, en abrégé CNS, qui s'est tenu le jeudi 2 février 2023 à Abidjan, le président de la République, tout en remerciant les populations des départements concernés qui ont accueilli ces ressortissants burkinabés, a instruit le Premier ministre Patrick Achi à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat. Il a en outre instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de mettre un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire, indique le communiqué. Selon la note, cette assistance humanitaire va inclure notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement des sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour au Burkina Faso. En 2022, le HCR indiquait clairement les conditions de vie des réfugiés burkinabés qui ont fui les attaques terroristes et celles des familles d'accueil ivoiriennes. Maintenant, ce sont en moyenne une centaine de personnes qui franchissent quotidiennement la frontière. Les personnes qui arrivent nous disent fuir les attaques des groupes extrémistes. Beaucoup d'entre eux arrivent avec très peu de choses. Ils n'ont pas de biens personnels. Ils ont des difficultés pour avoir accès à la nourriture, confie Céline Schmidt, porte-parole du HCR pour les réfugiés. Au total, plus de 35 000 Burkinabés seraient réfugiés dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Bénin, et plus d'1,5 million sont déplacés internes au Burkina Faso. C'est un article tiré de Kwasi.com. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci infiniment de porter l'intérêt que chacun sait à nos différentes émissions. Et nous allons nous attarder brièvement sur le cas burkinabé pour essayer de donner nos avis. Depuis un certain temps,
tout comme ce que les Maliens ont fait, les Burkinabés aujourd'hui veulent tenter de prendre la Côte d'Ivoire comme le bouc émissaire qui a causé tous les malheurs au Burkina. Et en premier, ils veulent cibler le président Alassane Ouattara comme la source de leur malheur aujourd'hui. Mes chers Burkinabés, je crois que c'est un jeu qui ne vous réussit pas. Je crois que vous êtes un peu plus intelligents que les Maliens. Ça fait très honte que vous tombez si bas. Les gens n'auront pas le courage de vous dire, mais moi je vais vous le dire. C'est tellement dégradant ce qu'on voit dans votre pays qu'aujourd'hui, vous semez le feu chez vous et vous condamnez votre propre population à errer. Et en même temps, vous faites semblant de ne pas assumer les conséquences de ce que vous créez. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à Traoré d'enlever Roch-Marc Kaboré? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à Damiba d'enlever... Pardon, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à Traoré d'enlever Damiba? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a demandé à Damiba d'enlever Roch-Marc Kaboré? Est-ce que on pourrait aller est-ce que à un certain moment, lorsque vous laissez votre peuple être manipulé, lorsque vous-même les dirigeants, vous êtes manipulés, mais c'est totalement normal que le peuple souffre. Et c'est à cet effet-là que malheureusement, vous verrez les Burkinabés venir en Côte d'Ivoire dans les conditions les plus misérables. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a pour rôle d'encaisser toute la misère de la terre ou de l'Afrique de l'Ouest? Sans honte et sans faux fuyant, il faut se dire non. On ne pourra pas continuer. C'est vrai que le gouvernement ivoirien fait l'effort qu'il fait. Mais moi, je ne peux pas conseiller à nos populations de prendre ce risque-là. Parce que parmi ceux qui viennent là, il y a des djihadistes déguisés dedans. Ce n'est pas écrit sur leur front, il n'y a pas de tampon. Comment on va faire pour savoir? Et les conditions dans lesquelles ils rentrent, c'est des conditions très lugubres. Et demain, en pensant qu'on est en train de faire du bien, on va créer un État djihadiste et on sera victime de notre propre générosité. Moi, je le dis, ça n'engage que moi. Vous avez sémé la merde chez vous. Vous assumez ça chez vous. Ça s'appelle la dignité. Vous voulez être souverain. Vous n'aimez pas la France. Vous aimez les Russes. Mais assumez les conséquences. Nous qui aimons les Français, nous qui n'aimons pas la Russie, nous on est chez nous, on assume ce qu'on est et ce que nous posons comme acte. Nous n'aurons pas honte du choix qu'on a fait. Si vous avez fait le choix d'aimer le désordre chez vous, ayez le courage d'assumer la merde que vous créez chez vous. C'est une vérité simple, pure et dure que je vous dirai. Un peuple, ça doit s'éduquer. Un peuple, ça doit être intelligent. Un peuple, ça doit prendre de la graine. Depuis quand le Burkina est dans les coups d'État? Ça vous a apporté quoi? Si je ne me trompe, vous êtes à votre 8e coup d'État. Le 3 janvier 1966, vous avez fait un coup d'État pour enlever Maurice Yameogo. Et c'est Aboubakar Sangoulé Lamizana qui a pris pouvoir. Vous avez eu quoi dans ça? À un moment là, quand on dit qu'un peuple n'est pas intelligent, c'est sur la base des faits, du pragmatique qu'on le dit. Un peuple qui ne sait pas tirer les leçons de son passé est un peuple inintelligent. Quand Aboubakar Sangoulé Lamizana a enlevé Maurice Yameogo le 3 janvier 1966 là, vous avez eu quel bénéfice? Venez, on va faire le bilan. Le 25 novembre 1980, quand Saïd Zerbo a enlevé Sangoulé Lamizana au pouvoir là, vous avez eu quel bénéfice? Venez, on va faire le bilan. Le 7 novembre 1982, quand Thomas Sankara a enlevé Jean-Baptiste Ouédraogo,
Non, pardon. Jean-Baptiste Ouédraogo a enlevé Saïd Zerbo. Ça, c'était le 7 novembre 1982. Quand Jean-Baptiste Ouédraogo, soi-disant, il a créé le Conseil de salut du peuple pour renverser le colonel Saïd Zerbo. Venez, on va faire le bilan. Ça a apporté quoi au peuple du Burkina? Le 4 août 1983, celui que vous considérez comme le chef d'une certaine révolution, le Conseil national de la révolution, Thomas Sankara, le 4 août 1983, il va aussi enlever l'autre, il va prendre le pouvoir. Ça a apporté quoi? Venez, on va faire le bilan. Le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré va assassiner Thomas Sankara avec 12 de ses collaborateurs. Venez, on va faire le bilan. Et dites-nous les bénéfices que vous avez tirés. Le 31 octobre 2014, vous avez fait une révolution populaire pour chasser Blaise. Venez, on va faire le bilan. Vous avez gagné quoi dedans? Dites ça à votre peuple. Le 24 janvier 2022, Damiba va chasser Marc Roch Christian Kaboré du pouvoir. Qu'est-ce que vous avez gagné? Venez, on va faire le bilan. Le 30 septembre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba va être chassé par celui que vous connaissez comme Traoré qui est là actuellement. Vous avez eu quoi dedans? Vous avez eu quel bénéfice? Venez, on va s'asseoir, on va faire le bilan. Quand un peuple mène le mauvais combat et sur le mauvais chemin, il faut avoir le courage de le lui dire. Et vous faites la honte de l'Afrique. Je dis bien tous les pays qui font aujourd'hui la promotion des coups d'État et qui se laissent manipuler par des gens comme les Nathalie Yam, par des gens comme les Kémy Séba, par des gens les plus idiots de la planète. C'est en 2023 là qu'eux se sont réveillés, eux ils aiment les Africains plus que les Africains. Voilà les conséquences en face de vous. Et les premières conséquences, ne soyez pas étonnés, votre population est en train d'errer aujourd'hui, en train de rechercher le minimum et n'arrive pas à l'obtenir. Parce que vous, les dirigeants du Burkina, vous vous laissez manipuler et au gré de vos intérêts, vous manipulez une petite partie de la population et les djihadistes profitent aujourd'hui. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, les djihadistes ont pris plus de terrain. C'est exactement le même modèle malien qui est en train de se copier. Comment laisser les djihadistes prospérer et le chaos va s'installer. Sinon, pourquoi Traoré et sa troupe ne vont pas lutter? Ce qu'ils ont reproché à Paul Sandaogo Damiba, là, pourquoi eux-mêmes ils ne vont pas lutter sur le terrain? S'ils étaient venus réellement, et ce qu'ils ont dit là, pour lutter contre le djihadisme là, pourquoi ils ne vont pas lutter aujourd'hui? Qu'est-ce qui les empêche d'aller lutter? Ce que tu as reproché à Damiba là, toi aujourd'hui tu es incapable de faire ça. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, votre population est en train d'errer partout, comme on va l'entendre dans cette vidéo-ci. Et ils fuient leur pays de souveraineté là pour venir vivre en Côte d'Ivoire ici. Vous n'avez pas déclaré? Ok, ouvrez l'arrière. Ouvrez l'arrière. Au cours du contrôle, 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés. Certains affirment avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à partir du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. J'ai payé 10 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Et pour le voir. Un chauffeur. J'ai fait travailler plus de 25 jeudi après, je suis arrivé ici pour compléter les 10 000 là. Mais comme Et je n'ai pas arrivé, je sais que je n'ai pas qu'à.
ici, on voit cela appliqué. Et donc, voilà les conditions dans lesquelles vous mettez votre population aujourd'hui. Et ça, c'est encore ceux qui peuvent se cacher dans des véhicules, se mélanger avec des animaux pour voyager dans des conditions lugubres, pour venir remplir le pays des gens qu'est la Côte d'Ivoire, pour créer plus de misère chez nous. Mais il ne faut pas avoir honte. Chacun doit défendre ses intérêts dans la vie. Quand vous venez chez nous, là, vous nous gênez. Quand vous créez la guerre chez vous, là, puis vous venez chez nous, là, vous remplissez nos hôpitaux. Quand vous créez la bêtise humaine chez vous, et puis vous fuyez pour venir en Côte d'Ivoire, là, vous venez vous nous gênez. Vous créez l'insécurité chez nous. Et nous, on ne peut pas accepter qu'après les efforts que notre gouvernement est en train de faire, vous encouragez les terroristes et vous voulez en même temps vous réfugier chez nous. Vous avez fait un choix. Si vous avez choisi d'écouter Nathalie Yam, allez au Cameroun. Si vous avez choisi d'aimer Kémy Séba, allez au Bénin. Si vous avez choisi d'écouter Assimi Koufa Goïta et sa bande, allez vous réfugier au Mali. C'est ça aussi, cette vérité-là qu'il faut qu'on vous dise. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas digne. Soyez dignes, soyez des hommes dignes. Si vous êtes vraiment intègre, cher Burkinabé, si vous avez écouté Nathalie Yam, vous avez écouté Kémy Séba, vous avez écouté les panafricains d'opérette, allez dans les pays de ces panafricains-là. Allez au Cameroun pour vous réfugier là-bas. Paul Biya, comment lui traite ses mercenaires et ses djihadistes? Vous pensez que les djihadistes n'ont pas essayé d'entrer au Cameroun? Vous pensez que les couillons de l'Ambazonie, Paul Biya à travers le BIR, il les mate correctement? C'est de cela qu'il est question. Vous, par incapacité, par indignité, vous faites tuer les Burkinabés et vous ne faites que vous recycler au pouvoir pour mentir aux populations. Et aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est le problème. Comment quelqu'un peut être le problème et la solution? Si Alassane Ouattara est le problème, pourquoi les Burkinabés fuient pour venir en Côte d'Ivoire? Mais si vous êtes vraiment des gens dignes, intègres là, bloquez la frontière Côte d'Ivoire-Burkina et dites aucun Burkinabé ne va rentrer. Parce que c'est Alassane Ouattara le problème. Parce que les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire là, si Alassane est véritablement le problème là, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas les assassiner? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas les tuer? Et donc voilà la chose la plus bête au monde que vous êtes en train de faire. En train de détruire des vies. Vous avez peur aujourd'hui d'aller au front et vous voulez vous improviser politicien. Voilà le mal du Burkina. C'est pourquoi toutes ces séries de coups d'État que je vous ai cités là sont tous des militaires. Et vous n'avez pas le courage de regarder les choses en face. Et donc votre vous est là. Votre propagande de mauvais goût. Nathalie Yam vous donne la réponse. On utilise le Burkina, le Mali, la Guinée, la Sierra Leone et pardon, je vais dire la Centrafrique comme des terrains d'expérimentation. Au 21e siècle, on est en 2023. Vous vous laissez manipuler par des gens qui sont en train de chercher leurs petits jetons sur votre tête. Nathalie Yam se moque de vous. Écoutez très bien ce message-là. Elle se moque de vous. Quand un peuple est inconscient, là, des gens comme les Nathalie Yam, des gens comme les Kémy Séba, des gens comme les soi-disant panafricains là, vont utiliser n'importe quoi pour venir se moquer davantage de vous. Ils ne vont pas faire leur panafricanisme au Bénin pour Kémy Séba. Nathalie Yam ainsi que les Franklin Namsi ne vont pas faire leur panafricanisme au Cameroun. Chez eux là-bas, on coupe, on tue les journalistes, on met dans le sac et puis on jette. Ils n'en parlent pas. Mais ils vont chez vous pour vous dire faites révolution. C'est vous qui servez de sujet d'expérimentation aux autres. Continuez à être ça. Mais écoutez très bien ce que Nathalie Yam vous dit, on va continuer. La Russie ne vient en Afrique que dans le cadre de son combat avec l'Occident. Elle ne vient pas ici parce qu'elle nous aime particulièrement. Elle vient d'une part parce que les autres signataires de Yalta ont empiété sur son précaré et qu'elle veut leur rendre la monnaie de leurs pièces. Elle dit que les Russes que vous êtes en train de dire n'ont qu'à venir là. Celle que les Russes utilisent pour aller vous convaincre là, c'est elle qui est en train de parler. Ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas obligé à dire. La vidéo est là, il faut aller, tu vas regarder. Elle dit les Russes là, que vous aimez aujourd'hui comme vos dieux là, ils viennent en Afrique, c'est pas parce qu'ils vous aiment, vous les Burkinabés ou même vous les Maliens, mais c'est parce qu'ils viennent pour défendre leurs intérêts. Ils ont compris qu'après la conférence de Yalta, là, eux, ils ont perdu le pouvoir face aux grandes nations.
Donc, ils ont décidé de venir au Burkina Mali, là, pour venir être un problème là-bas. Maintenant, quand ils seront là-bas, là, les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, là, ils vont négocier maintenant et puis ils vont voir, quand la Russie va avoir ce qu'elle veut, là, elle va vous laisser, comme elle vous avait trouvé, la paix va partir ailleurs. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Le reste de la vidéo peut être là et vous pouvez l'écouter, ce n'est pas une vidéo longue. Et donc, quand vous avez accepté d'être des sujets d'expérimentation, quand vous avez accepté de tomber dans une politique que vous ne maîtrisez pas, votre destin aussi va basculer dans l'incertitude. Et donc, pour notre part, nous aurions fait ce que nous aurions dû, c'est-à-dire conscientiser le peuple, informer le peuple, afin que lui aussi puisse comprendre que sa responsabilité, c'est de s'opposer à ces dirigeants qui ne peuvent rien lui apporter. Et que votre faux combat que vous voulez mener contre Alassane Ouattara, c'est un combat qui ne va pas du tout prospérer. Parce que si Alassane Ouattara est véritablement le problème des Burkinabés, ce n'est pas lui qui a demandé de faire les coups d'État successifs. Mais encore pire, ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous a demandé de vous allier aux Russes. Et donc, c'est aujourd'hui ce même Alassane Ouattara, votre population est en train de descendre en masse. Et c'est lui qui les accueille. Mais soyez dignes et courageux, dites à Alassane Ouattara, créons un blocus entre nos deux frontières et empêchez nos populations de descendre parce que nous n'avons pas confiance en Alassane Ouattara. Il va tuer les Burkinabés qui sont là-bas. C'est là qu'on va comprendre qu'Alassane Ouattara est votre premier problème. Le vrai problème du Burkina, c'est l'incapacité de ces hommes politiques à assumer le poids du réel qu'ils ont mis en face d'eux. Le vrai problème du Burkina, c'est la pauvreté galopante. Le vrai problème du Burkina, c'est actuellement le djihadisme qu'il faut combattre. Voilà les vrais problèmes du Burkina. Et le vrai problème du Burkina, actuellement, c'est la force politique propagandiste, et je dirais même, qui est menée actuellement sur la base du populisme pour dire que les Russes vont changer votre vie. Nathalie Yam, que les Russes utilisent pour vous mentir et vous abêtir, est en train de vous dire que les Russes ne sont pas là pour vous, ils sont là pour leurs intérêts. Mais vous allez comprendre ça très tard. Parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, où le monde est en train d'évoluer, où chacun est en train de se battre pour ses intérêts, vous êtes en train de vous laisser dans les mains des autres comme des sujets d'expérimentation. Ne soyez pas surpris que vous soyez les peuples les plus derniers de la terre. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'ensemble des analyses d'éclaireurs pro-vérité en ce 3 février 2023. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous et certainement que nous nous retrouverons demain.